Mon père était ouvrier. À 15 ans, il m'a trouvé mon premier job. J'ai mis moins de 3 semaines à comprendre que c'était pas pour moi. Je suis retourné à l'école, j'ai travaillé, sans plus. Les années ont passé. Mes camarades étaient d'origine de plus en plus différente des miennes. Je suis devenu un de ces cadres en costard-cravate. 30 ans après, je m'interroge. Qu'est-ce qui fait que certains prennent ce chemin ? Le prix à payer m'a parfois paru élevé. La honte de mes origines, le complexe d'infériorité associé, ce sentiment confus de déracinement, d'être étranger aussi bien au milieu auquel j'appartiens qu'à celui de mon enfance. J'ai voulu savoir comment ça s'était passé pour d'autres. J'ai d'abord rencontré Marija, à qui j'ai demandé pourquoi elle avait fait ce chemin. J'ai un grand frère qui a 9 ans de plus que moi, qui est devenu médecin, ce qui m'a effectivement aussi facilité mon parcours, parce qu'il m'a donné l'exemple tout simplement. Pour Marija, je pense que tout ça était assez naturel. Elle avait un frère aîné qui lui a montré le chemin. Pour moi, ça a été compliqué. Mon père, c'était mon modèle. Il savait à peine écrire. Ça a été un peu difficile. Ça m'intéresserait de savoir comment ça s'est passé pour Guy. Je me rappelle, c'était la distribution des prix. J'étais à la distribution des prix. L'école, très gentiment, m'avait donné un petit prix et j'avais vu une distribution du prix d'excellence et j'ai dit, l'année prochaine, ça sera moi. Quand j'entends Guy, j'ai l'impression qu'il était à la recherche de reconnaissance. Moi, c'était pas ça mon moteur. Moi, c'est quand je voyais mon père, super costaud, je me disais que je pourrais jamais avoir un boulot physique comme le sien, il fallait que je trouve une autre solution. Est-ce que les parents de Monique ont joué un rôle dans sa décision ? Je m'entendais pas bien avec mes parents et très vite j'ai eu envie de faire un pas de côté. Je ne pouvais pas être ce qu'ils étaient ni ressembler en quoi que ce soit à ce qu'ils étaient, à la vie qu'ils avaient, etc., etc. Nos histoires ont commencé différemment pour tous les quatre. Nos motivations n'étaient pas les mêmes. Mais après, est-ce que le déroulement était aussi différent ? Tu découvres quelque chose, les gens qui sont autour de toi ne peuvent plus intervenir pour t'aider, ou te guider, ou te donner des orientations. C'est l'idée, aller vers où, toi, ou aller vers quoi ? J'ai vu le risque d'échec arriver. J'ai vu aussi arriver le fait que je ne pourrais pas tenir 2 ou 3 ans en classe préparatoire. Ma mère me harcelait pour que je gagne de l'argent, que j'ai un job en sortant du bahut. Donc au bout de 3 mois, j'ai pris la décision de me barrer. J'ai quitté le lycée. Voilà, la classe prépa, adieu. Ce qui m'a le plus pesé, c'était d'être un élève d'origine modeste dans un lycée d'élite. Différent des autres. Je me demande comment Marija et Monique ont traversé cette épreuve-là. Quand j'étais adolescente, j'étais très complexée, je peux dire les choses comme ça, par ma situation sociale, par mes origines sociales, par l'HLM, qui n'était même pas un HLM, c'était un HBM, habitation bon marché, par la pauvreté à la maison, par ce que je voyais comme, ce que je percevais comme de l'indigence intellectuelle de mes parents. Et ce qui n'en était pas avec le recul, parce qu'ils étaient plutôt pas plus cons que la moyenne. Mais moi, je les vivais comme tels à l'époque. Donc ça, c'était assez douloureux pour moi. Jamais d'amis à la maison. Un espèce de complexe d'infériorité terrible en fait, que j'ai longtemps ressenti tout au long de mes études secondaires. Donc il m'a fallu quand même sacrément de temps pour accepter d'où je venais et même en être fière. Le complexe d'infériorité dont parlent Marija et Monique, j'ai l'impression de l'avoir vécu de la même manière qu'elles. Mais est-ce que c'est une fatalité ? Je suis allé à la première journée de Sciences Po, à la rentrée, et là je suis tombé sur ce qui était à l'époque le public des élèves de Sciences Po. Alors
Voilà, c'était quasiment une annexe du 16e arrondissement, peut-être d'autres arrondissements. C'était d'un snobisme bourgeois absolu. Enfin, c'était à la fois snob et bourgeois, c'était insupportable. Les gens étaient habillés, parlaient, avaient des affectations, des sujets de conversation. Je ne peux pas vivre avec ces gens-là. Je peux pas, c'est pas possible. Je me suis pas dit, je suis pas assez beau, pas assez intelligent. Non, je ne pouvais pas supporter de vivre avec ces gens-là. Et là, il y a quelque chose qui est de l'ordre du refus social, toi, de choses. Et donc, j'ai retiré mon inscription à Sciences Po. J'ai réussi à garder tout le temps quelque chose un petit peu anticonventionnel. Donc les codes, très vite, il n'y avait pas de code à apprendre pour moi, je marchais à côté. Alors que j'ai essayé de devenir quelqu'un d'autre, en intégrant des codes et une culture qui n'était pas les miens. Mais finalement, quand on prend l'ascenseur social, est-ce que c'est pas d'abord pour sortir de là où on est ? Moi, je trouve que dans mon cas, en tout cas, c'est pas l'ascenseur, un peu, c'est plutôt le ballon, la montgolfière, c'est-à-dire quelque chose qui t'enlève d'un endroit, tu actionnes, bien entendu, et qui va aller te déposer ailleurs. Tu sais pas où, mais ça va te déposer ailleurs. Et c'est pour ça que je parlerais plutôt que d'ascension sociale, je parlerais moi d'échappée sociale. Changer de groupe social, ça a parfois signifié l'isolement, ne plus appartenir finalement à aucun groupe. Mais ne plus devoir respecter un modèle en particulier, ne plus attendre l'approbation des autres, ça m'a sans doute aidé à être moi-même.